Bonjour à tous, mesdames, messieurs, chers amis et amis étudiants. Bienvenue à cette première conférence MedTalk. Alors, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour faire un médecin? Un peu d'anat, de la physio, une once d'histologie, beaucoup de sciences cliniques, beaucoup de pathologie, vraiment beaucoup de thérapeutique, et puis des examens complémentaires, mais pas trop parce qu'on n'a pas beaucoup de sous, mais en même temps, il faut quand même bien exclure quelque chose et puis faire tourner l'hôpital. Et encore, je vous épargne la physique, la chimie et le tout nouveau QCM d'empathie de notre concours d'entrée en médecine, examen d'entrée en médecine. Vous n'êtes pas venu ici par hasard, parce que pour vous, comme pour nous, la médecine, ça va bien au-delà de tout ça. Et c'est pour ça qu'on a voulu créer ce cycle de conférences MedTalk, inspiré des conférences TED, dont le slogan est « Ideas worth sharing », des idées qui méritent d'être partagées. La médecine, c'est un quartier au sein de notre société. Et un quartier, on ne construit pas des murs autour. On fabrique plutôt des routes pour créer de la richesse et échanger. Et les MedTalks, c'est un pont vers le reste de la société, un pont dans l'espace et un pont à travers le temps. Pour nous autres étudiants, la médecine, c'est un énorme continent dont on verra d'ailleurs probablement jamais les bordures. Mais qu'est-ce qu'il y a au-delà des mers? Alors on dit que on dit que les voyages forment la jeunesse, et donc on a voulu que les MedTalks soient un peu une cure de jouvence. Et alors, c'est beau, hein? Et alors, si la médecine est notre cœur, où va notre sang? Mais avec le travail qu'on a, avec les stages, les cours, est-ce qu'on a seulement le temps de se poser cette question? Et si même on avait des questions, est-ce qu'on saurait où trouver ce genre de réponse? C'est aussi ça le but des MedTalks, c'est essayer de provoquer des milliers de questions, et puis peut-être, avec un peu de chance, apporter quelques éléments de réponse. Et puis enfin, la médecine, c'est lourd. Ça peut être vraiment lourd. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu des conférences modernes avec des intervenants qui ont de la tchatch, du punch, une vision. Alors on peut les appeler des allumés, des illuminés, des stars, comme vous voulez. En tout cas, l'important pour nous, et c'est devenu notre signature, c'est qu'on parle médecine autrement. Et donc, le professeur Philippe Cook et le professeur Marie-Elisabeth Fémonville, respectivement chefs des services de radiothérapie et d'algologie ici au CHU de Liège, vont nous faire l'honneur de nous parler de la médecine de demain, ses menaces et les opportunités qu'elle apporte. Que vous soyez étudiant, soignant ou simple citoyen curieux, et j'en vois quelques-uns, ouvrez bien grand vos oreilles parce que ça nous concerne tous au plus haut point. Et je peux vous le dire d'avance, pour avoir entendu quelques échos, on va tous ressortir d'ici avec le cerveau qui tourne à 1000 à l'heure. Alors il est plus que temps pour moi de laisser la parole à nos visionnaires. Il est l'heure de parler médecine autrement. Et je vous demande d'acclamer maintenant le professeur Philippe Cook, notre premier intervenant. Merci. Merci Richard. Vous m'entendez? Oui, le micro est connecté. Donc je suis soi-disant un visionnaire. En fait, je suis un révolutionnaire. Sachez que le révolutionnaire, il passe par 3 phases différentes. La première phase, on considère le révolutionnaire comme quelqu'un de ridicule. La deuxième phase, on le considère comme dangereux. Et la troisième phase, on considère ce qu'il avait dit comme évident. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer, je suis passé du ridicule au dangereux. On va se poser la question, pourquoi doit-on changer aujourd'hui la santé publique? Si j'ai ma diapositive, on pourra y aller. Voilà. On clame, on se gargarise en disant aujourd'hui la santé publique est de bonne qualité. Est-ce que cette affirmation tient le coup si on la confronte avec des chiffres publiés dans des rapports internationaux? Il y a 4 chiffres que vous devez retenir. Le premier chiffre est un chiffre qui provient d'un rapport de l'OMS. 50% des actes perpétrés en médecine sont aujourd'hui inutiles. Le deuxième chiffre est un chiffre qui sort d'un rapport de l'OCDE 2013. Quand on compare les différentes activités humaines, la palme d'or en matière d'inefficience est octroyée à la médecine. L'efficience étant l'efficacité sur coût, nous sommes champions en matière d'inefficience. 42% du budget va directement à la poubelle. Allez dire à Maggie que 42% du budget part à la poubelle, elle sera ravie de l'entendre. Le troisième chiffre provient d'un rapport international américain, Patient Safety America. Quand vous rentrez dans un hôpital de par le monde aujourd'hui, il y a 10% de chances que vous en sortiez moins bien ou pas du tout. Et ceci n'a rien à voir avec votre maladie initiale. C'est uniquement dû
aux complications iatrogènes. Et le dernier chiffre est issu d'un rapport australien. 5% des diagnostics sont totalement à l'ouest, totalement faux. Un diagnostic sur 20 étant faux, si je traduis ça au niveau de l'échelle américaine, j'ai donc 19 millions d'erreurs de diagnostic par an. Voilà la médecine d'aujourd'hui. On peut se poser la question, faut-il le changer? N'est-ce pas une question rhétorique? Einstein disait déjà, Insanity is doing over and over again the same thing and expecting different results. Pourquoi est-on arrivé dans une situation telle que celle-là? Tout simplement parce qu'on a oublié un concept managérial de base. On ne peut manager un système sans les données. Et aujourd'hui, en matière de données, sachons qu'il y a énormément de problèmes. Les données sont dispersées. Il n'y a pas une obligation minimale de données médicales dans un dossier personnel. Il y a dispersion des données, il y a un manque de données essentielles, il y a un problème de la qualité et la validité des données. À tel point que le biologiste philosophe français Joël de Ronet dit aujourd'hui qu'il y a plus de données médicales dans Facebook que dans le dossier médical personnalisé, lisez plutôt le dossier médical perdu. Il est donc grand temps de s'intéresser très sérieusement à l'acquisition de données qualitativement valables et quantitativement suffisantes. Alors ces données proviennent d'où? Ces données proviennent en effet, on l'a cité tout à l'heure, de l'examen clinique, dont des données physiologiques proviennent d'examens biologiques, proviennent de l'imagerie. Il faut savoir aujourd'hui que quand on regarde le nombre de consultations qui ont lieu dans un contexte de maladie chronique, admettons qu'il y en ait 4 sur une année pour un patient donné, et que ce contact entre le soignant et le soigné dure en moyenne, on va dire 20 à 30 minutes, et peut-être que je suis très généreux quand je dis 20 à 30 minutes, j'arrive à un temps passé entre le soignant et le soigné sur une année totale qui est inférieur à 0,001%. Et sur ce contact-là et sur les pauvres données qu'on récolte, on va prendre des décisions importantes. Il est donc grand temps de passer sur des contacts beaucoup plus réguliers. Dans un contexte de déserts médicaux, et nous sommes confrontés, vous le savez tous, à des déserts médicaux autant en France qu'en Belgique, il va falloir réfléchir à d'autres modalités techniques. Ces autres modalités techniques existent déjà. Ici à gauche, une sanisette. C'est une cabine sanitaire qui a été créée par la société HKD à Paris. Elles sont déjà installées dans les déserts médicaux français en Bourgogne. Vous rentrez, après 2 minutes, vous avez totalement oublié que vous êtes dans cette cabine. Vous êtes en vidéoconférence avec un médecin que vous avez préalablement sélectionné dans le guide Michelin en fonction de son nombre d'étoiles. Et ce qui frappe, c'est qu'après 2 minutes, il y a réellement un contact qui s'installe entre le soignant et le soigné, puisqu'il est en vidéoconférence, qu'il est obligé de regarder son écran et qu'il ne peut pas échapper à votre regard. La Sanisette est également équipée d'un certain nombre de systèmes électroniques qui lui permettent de faire un examen clinique à distance, un stéthoscope, un saturomètre, un système qui vous permet de faire un fond d'œil, et on peut doter ces Sanisettes de plein de technologies. Ça reste un contact ponctuel. Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir des données de façon beaucoup plus continue. Et donc, on réfléchit de plus en plus à l'utilisation de capteurs qu'on pourrait porter, par exemple, dans les vêtements. Autre société ici, à nouveau parisienne, BioSerenity, qui est une spin-off de l'hôpital Pitié-Salpêtrière, a breveté ce système-là. Je vous l'accorde, ce n'est pas encore très sexy, mais il y a des Iraniens qui ont travaillé sur la possibilité de mettre des capteurs dans les fibres qui rendent les systèmes quasiment invisibles. Deuxième aspect, on prend des décisions sur des éléments biologiques. Là aussi, sachez qu'on peut imaginer des capteurs capables de mesurer un certain nombre de paramètres physiologiques, mais en même temps biologiques, et on peut même concevoir des capteurs sous-cutanés. Je vois l'horreur poindre dans vos yeux, et on voit le spectre du Big Brother is watching us, mais sachez que la Belgique a quand même été le premier pays dans lequel en fait 2 employés se sont fait implanter une puce RFID avec laquelle ils ouvrent la porte de leur société le matin, ils activent leur ordinateur. Une société suédoise a suivi avec 150 employés et aujourd'hui c'est très sérieusement évoqué au niveau du monde des affaires aux États-Unis. Facteurs biologiques, là aussi tout va se miniaturiser.
les énormes structures de laboratoire que nous connaissons aujourd'hui sont condamnées à terme. Vous allez très probablement être porteur d'un petit système comme celui ici à gauche de Abbott, qui vous permet d'avoir un nombre de paramètres biologiques immédiatement au chevet du patient. Et on peut aller beaucoup plus loin dans ce développement. À droite, vous avez un système qui est capable de détecter des cellules circulantes tumorales chez les patients oncologiques et le système est capable de le faire à domicile. Aucune nécessité d'intervenir au niveau médical. Et si vous êtes un peu gêné et que vous suspectez que vous avez une maladie sexuellement transmissible, vous pouvez déjà contacter cette société, vous recevez le kit à la maison, vous faites le test vous-même et vous avez une réponse. Ou si vous êtes porteur d'HIV, sachez qu'avec un simple ordinateur et ce petit applicatif, vous pouvez déjà calculer la charge virale qui vous concerne. Allons peut-être encore plus loin dans ce développement. Ceci est le Mignon. Il n'a pas volé son nom. C'est un petit système qui est utilisé pour le séquençage du génome, que ce soit au niveau des virions ou au niveau des bactéries. Il a été utilisé dans la crise de l'Ebola. Ce système permet aujourd'hui également de séquencer le génome humain quasiment au pied du lit du patient. Et vous avez immédiatement cette information. Ça ouvre bien entendu des portes énormes. Il n'est pas étonnant que Barack Obama a lancé une initiative en 2015 qui est le Precision Medicine Initiative. 1 million d'Américains seront décodés pour leur génome, leur microbiome intestinal. On va les doter de capteurs physiologiques, on va les suivre 24 heures sur 24. On va enfin comprendre la genèse et l'évolution de certaines maladies. Mais n'oublions pas que la génétique ne sera pas la réponse à tout. Les anglo-saxons disent « Genetic loads the gun, environment pulls the trigger ». Il va falloir sérieusement aussi s'intéresser à ce que j'appelle l'exposome, l'environnement du patient, avec des capteurs environnementaux. Troisième élément, l'imagerie. Et là, je raconte toujours une petite anecdote qui fait énormément plaisir à mes confrères radiologues. On a utilisé des pigeons pour lire des mammographies. Après une période de formation de 15 jours, le pigeon peut distinguer des microcalcifications bénignes de microcalcifications malignes. Là-dessus, les radiologues me disent « nous ne sommes pas des pigeons », ce avec quoi je suis fondamentalement d'accord. Et je leur rétorque « rappelez-moi la durée de votre formation. Ne s'agit-il pas de 12 ans par rapport à 15 jours? Et puis comment êtes-vous payé? Parce que moi, les pigeons, je les paye avec des graines. » La vraie moralité de l'histoire, c'est que la résolution de l'image de l'œil humain, c'est 500 pixels. Le pigeon, c'est 5000 pixels. La résolution de l'image de l'intelligence artificielle est illimitée. Et à terme, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura en effet de l'intelligence artificielle capable de lire automatiquement des images. Donc on est confronté à un flux continu de paramètres physiologiques, biologiques, une quantité d'informations énorme contenue dans cette image qui n'est pas visualisée par l'œil humain, et on se trouve vraiment devant la complexité des big data. Et si on veut analyser ces big data de façon adéquate, il n'y a qu'une seule solution. Parce que quand nous faisons un exercice de diagnostic et un exercice de choix thérapeutique, nous essayons de résoudre un algorithme. Dans cet algorithme, nous avons un certain nombre de variables. Le nombre de variables que nous pouvons mettre dans l'algorithme est limité par nos capacités cognitives. Que va-t-on faire dès le moment où nous avons des centaines, des milliers, des centaines de milliers de variables? Le seul moyen de s'en sortir, ce sera de l'intelligence artificielle. Et là aussi, Barack Obama annonce la couleur. On va également constater que ce développement en intelligence artificielle va avoir un impact majeur sur notre société. On admet aujourd'hui que 50 à 70% des métiers dans 5 ans vont devoir changer au lieu de l'intelligence artificielle. C'est un leurre de croire que la médecine sera à l'abri. On s'avance de plus en plus vers ce qu'on appelle le point de singularité. Le point de singularité, c'est le point que nous allons atteindre quand l'intelligence artificielle dépassera la totalité de l'intelligence humaine. Et ce point de singularité s'approche de plus en plus et dangereusement, parce que selon certains spécialistes, il sera atteint quelque part entre 2030 et 2045, demain. Exemple de cet impact de l'intelligence artificielle, un produit développé par IBM, Watson for Oncology. Dans ce système, on a introduit des centaines de milliers de dossiers d'oncologie. Vous introduisez le profil de vos patients, il vous crache le diagnostic. Vous demandez le traitement optimal, il vous donnera le traitement optimal.
Comment peut-il le faire? Tout simplement par la quantité de données. Et ce qui nous différencie de cette intelligence artificielle, c'est que IBM Watson est capable d'enregistrer 800 millions de pages à la seconde et que, contrairement à vous, il les retient. Autre exemple, DeepMind de chez Google. Google vient de signer un contrat de collaboration avec le NHS. Ils ont mis la main sur 1 500 000 de dossiers médicaux. Le seul but, c'est de faire du deep mining sur des dossiers. Autre exemple, les chatbots médicaux. L'intelligence artificielle est déjà capable de mener un questionnement dans un contexte d'anamnèse. En fonction des réponses données, elle va réorienter le questionnement vis-à-vis du patient. Et donc, le stéthoscope du XXIe siècle, c'est vraiment l'intelligence artificielle. Pour mettre en place un tel écosystème, il faut tout changer. Et il faut réfléchir en concept de plateforme, qui sont des systèmes intégrés avec acquisition, stockage, échange, analyse et sécurité et sauvegarde de ces données. Et quand on réfléchit en termes de structure plateforme, en santé publique, on est loin du compte. Et il va aussi devoir impliquer une autre technologie dont vous avez certainement entendu parler, qui est le blockchain. Les cryptocurrencies, par exemple Bitcoin, sont basés sur cette technologie-là. C'est un échange d'informations entre ce que les anglo-saxons appellent des trusted users, donc des utilisateurs de confiance. L'avantage, c'est la sécurité, c'est la confiance et c'est la transparence du système. Mais si je récapitule, Big Data, intelligence artificielle, plateforme et blockchain, j'ai un nouvel écosystème. Et dans ce nouvel écosystème, il y a un maître mot, c'est KISS. Keep it simple and stupid. Faites en sorte que ce système soit aussi facile à l'utilisation que Facebook. On ne vous a jamais appris à travailler sur Facebook et vous le faites tous. En conclusion, standing is the fastest way of going backwards. C'est exactement ce que je pense. Aujourd'hui, en effet, le monde médical est devant un tsunami. Les médecins vont devoir complètement modifier leur approche. Ceux qui s'estiment hautement techniques vont disparaître les premiers. Le monde médical va être totalement modifié également au niveau hospitalier. On va passer d'une attitude essentiellement centro-hospitalière vers une attitude de soins à domicile avec un patient connecté. Et la question que je me pose en tant que médecin et en même temps enseignant au niveau d'une faculté universitaire, est-ce que l'enseignement s'y est adapté? Et là, je vous les juge. Je vous remercie. Voilà, une petite transition le temps qu'on s'organise au niveau de la technique. Juste pour vous annoncer qu'il y aura évidemment quelques questions et réponses possibles à la fin de l'intervention de notre deuxième intervenante, Madame Fémonville. On aura également, si on arrive à mettre tout ça en place au niveau logistique, la projection de quelques productions artistiques du professeur Pierre Bonnet qui nous fait l'honneur de dessiner en ce moment même, là, ici à Tel. Et donc voilà, deuxième étape maintenant de cette conférence, la question qui se pose, c'est wow, ça fait un peu peur ce qui nous attend. Et comment est-ce que nous, on peut se préparer à ça, que ce soit en tant qu'étudiant, futur médecin, soignant ou même simple patient? À vous, merci. Alors, peut-être certains d'entre vous se sont dit, mais à quoi je sers? Pourquoi je fais des études de 6 ou 7 ans, etc. Et il est vrai que la médecine du futur sera certainement différente et votre rôle sera différent. C'est vrai qu'on n'a pas une boule de cristal pour savoir exactement est-ce que ça va se passer comme ça, mais il faut bien comprendre que les informations que vous allez avoir sont complètement différentes. Vous avez compris que les big data et l'intelligence artificielle va devenir indispensable pour faire un diagnostic correct et qu'en même temps que vous allez avoir des stratégies de traitement qui sont données et fournies par les plateformes, par l'ordinateur, aussi bien aux médecins qu'aux patients. Et là, ça va déjà changer la donne. Alors, vous allez avoir, comme vous avez bien compris, des consultations via Internet. Et vous devez aussi savoir que vous êtes dans une société où, je dis une société WhatsApp, liée. I know what I want and I want it now. Le patient, il sera différent de ce que vous connaissez actuellement. Il sera plus informé, plus exigeant et plus critique.
il va pouvoir vous contredire. Et votre rôle sera d'être sur la même longueur d'onde avec le patient. Donc, ça vous demande d'autres compétences que ceux que nous avons connus. Il faut aussi savoir que la politique va changer, et d'ailleurs, elle est déjà en train de changer parce que ça coûte de plus en plus cher. Et on veut être dans un budget équilibré, avec les rentrées et les dépenses dans la majorité des situations équilibrées. Donc, on va, et vous êtes déjà en train de vivre une restriction de l'offre médicale via les numerus clausus. Vous avez également, et vous avez déjà peut-être entendu, que les patients rouspètent parce qu'on ne rembourse plus leurs traitements ou leurs médicaments comme ils sont habitués qu'on les rembourse. Il y a aussi, et vous avez probablement entendu, qu'il y a une mutualisation des moyens et qu'on va créer le bassin des soins, où là, vous avez des critères plus restrictifs pour avoir accès à certains traitements ou à certaines chirurgies ou interventions. Les politiques de soins de santé donc, vont faire davantage d'économies et je crois que c'est une bonne chose, moins de gaspillage, parce qu'actuellement on gaspille énormément et vous l'avez compris avec les chiffres que Philippe Cook vous a donnés au départ. Mais ça va aussi avoir une influence sur la limitation des libertés, des choix individuels au profit des collectivités. Et puis, on risque, si on n'est pas attentif, d'aller vers une médecine à deux vitesses, où d'un côté on peut gagner des sous, de l'autre côté on fait ce qu'il faut faire. Donc, le médecin doit avoir d'autres compétences et doit apprendre à expliquer et communiquer avec son patient pour qu'il puisse adhérer et avoir l'impression qu'il est bien suivi par son médecin. Alors, vous savez qu'en 2017, la Wallonie a introduit aussi les examens d'entrée. Et si vous regardez le nombre de médecins par habitant, vous trouvez que la Wallonie est encore bien par rapport à d'autres régions du pays. Mais est-ce qu'on a vraiment tenu compte de l'évolution de la société et des jeunes médecins? Parce qu'il y a une différence entre vous et notre génération dans le sens qu'il y a une féminisation de la profession. Et généralement, actuellement encore, tant que les hommes ne font pas encore les grossesses, les femmes désirent avoir une maternité et donc aussi s'occuper des enfants. Il y a aussi, dans votre génération, davantage de besoin d'avoir une vie privée épanouie, de s'occuper de ses enfants, de suivre les enfants et une vie professionnelle épanouie. Vous avez besoin d'activités, vous avez besoin de loisirs, de culture, ce qui est une bonne chose. Et vous êtes une génération qui n'a pas connu des privations. On ne peut pas venir chez vous en disant de notre temps, la guerre, etc. Il y a aussi ce qu'on dit le monde culturel, c'est-à-dire multiculturel, voyage, Erasmus, ça forme et ça donne des idées, ce qui est certainement une bonne chose pour vous. Alors, est-ce qu'il y a un autre paramètre qu'on a tenu compte quand on a, à un moment donné, pensé qu'il faut faire une restriction? Est-ce qu'on a tenu compte du vieillissement de la population? Or, vous allez croiser toutes ces personnes âgées. Regardez, en 2050, vous avez 6% de la population qui est au-dessus de 85 ans. Et 0,6% ou 65% sont des centenaires. Donc, vous devez faire une toute autre médecine de ce qu'on a fait. Aussi, il faut savoir que les structures d'aide pour le 4e et 5e âge, est-ce qu'elles sont capables d'accueillir le nombre de patients âgés qui perdent en mobilité et qui perdent progressivement en autonomie? Est-ce que les pensions, est-ce qu'ils vont suivre pour pouvoir payer ce coût de séjour? Est-ce qu'on va mettre ça sur la famille proche qui a déjà la profession, l'éducation des enfants, qui ont déjà des épaules bien chargées? Et quel sera à ce moment-là le rôle du médecin traitant qui doit suivre et soutenir ces familles? Il y a certainement un défi que vous devez résoudre à un moment donné, c'est-à-dire il y a le 4e et 5e âge, où effectivement on veut maintenir les gens à domicile. Et pour pouvoir maintenir les gens à domicile, il faut veiller à ce qu'ils gardent la mobilité. La perte de mobilité fait qu'on doit être institutionnalisé. Il faut aussi davantage probablement faire une médecine préventive, c'est-à-dire un accompagnement rapproché, une relation de confiance et apprendre à faire avec les patients des projets thérapeutiques. Qu'est-ce que vous voulez s'il y a un incident qui arrive? Quels sont vos besoins, vos désirs pour la fin de vie? C'est des discussions que vous êtes amenés à faire de façon régulière avec vos patients dans un futur proche.
Il y a tous les défis d'hospitalisation. Comme on a dit, l'hospitalisation va complètement changer. De l'hôpital, on va aller maintenant vers une hospitalisation de jour parce que les hôpitaux, ils sont punis quand ils ont des longs séjours. Et il y a aussi tout ce qu'on appelle le développement de la chirurgie de jour. Et je vais vous montrer un peu plus loin quel type de chirurgie. Il y a l'épuration extra-rénale déjà à domicile. Il y a des patients que ça plaît, d'autres ça déplaît. Il y a les traitements antibiothérapie prolongés à domicile. Tout ça, c'est déjà en cours, mais que ça nécessite de votre part une surveillance de ces patients. Donc, vous devez avoir une nouvelle disponibilité, une grande réactivité pour pouvoir réagir quand il faut et de façon adaptée, et un travail en collaboration étroite, ce qui nécessite de nouveau des compétences de communication pour pouvoir bien collaborer en interdisciplinaire. Les nouvelles technologies vont complètement changer le paysage. Vous allez avoir des cœurs artificiels, des reins, des poumons, des pancréas artificiels. Il n'y a presque plus rien qui va se faire sous tomie. Donc les futurs chirurgiens, attendez-vous à être complètement différemment connectés avec le patient. C'est-à-dire, il y a aussi dans la chirurgie avec un robot. Probablement, en anesthésie, on remplacera peut-être l'anesthésiste par un device qui va intuber le malade, un device qui va injecter les médicaments et le ventiler artificiellement en fonction des concentrations, et un maintien du coma pharmacologique durant toute la chirurgie. Est-ce qu'on va remplacer l'anesthésiste? Peut-être dans un avenir proche, on va le faire. Il y aura donc chez vous une compétition tout à fait différente parce qu'on va aller chercher les meilleurs. Parce qu'ils peuvent être à distance, ils peuvent travailler peut-être sur leur robot à distance, à domicile. Peut-être en France, peut-être en Inde, peut-être dans un autre pays. Donc ça vous demande que vous allez être très performant. Il y a beaucoup de défis éthiques qui vont se dessiner à l'horizon. Notamment, il y a la possibilité de manipuler, de modifier le gène humain pour les préventions, pour les traitements. Mais est-ce qu'aussi les assurances vont s'intéresser à cela? Est-ce que ça va changer vos informations, la façon dont vous donnez les informations, vous communiquez les informations? La procréation médicalement assistée va changer aussi. Peut-être on va avoir des grossesses maintenant dans des incubateurs et que les femmes ne devront plus porter les bébés. Peut-être les hommes vont les porter aussi. La greffe d'organes va changer peut-être aussi la longévité de vos patients. Et ils ne vont pas mourir des pathologies habituelles comme ils font maintenant. Est-ce qu'on va arriver à une greffe du cerveau? On ne sait pas. La gériatrie, là, ça va être vraiment un défi pour votre génération, avec notamment qu'est-ce qu'on fait quand à un moment donné, on devient fatigué de vivre. La médecine préventive n'est certainement pas assez abordée dans vos cursus parce qu'il y a effectivement des facteurs génétiques, mais aussi énormément de facteurs environnementaux qu'on pourrait analyser autrement, que les big data vont à un moment donné nous permettre peut-être de prévenir certaines maladies chroniques. Peut-être avoir une action directe sur l'oncologie, les maladies neurologiques, les maladies pulmonaires, peut-être aussi sur les maladies psychiatriques ou les douleurs chroniques. Est-ce que notre enseignement est vraiment ciblé là-dessus? Est-ce qu'il est adapté? Est-ce qu'il est suffisant? Et est-ce que la recherche dans ces domaines-là est assez valorisée pour que vous, la future génération, vous vous intéressez à ces domaines-là? Alors, vous allez découvrir que votre rôle sera surtout un rôle d'accompagnateur, que vous devez vous former dans la communication, dans l'accompagnement des patients pour donner une éducation thérapeutique, des informations adaptées. Et vous savez que vos patients, ils vont avoir des traitements sur tablette. Mais qui a élaboré ces traitements? Est-ce que les programmes ont été suffisamment contrôlés? Est-ce qu'ils sont efficaces? Et qu'est-ce qu'on va faire des health coachs qui, à un moment donné, proposent leurs soins aux patients? Là, c'est un rôle que vous allez prendre si vous voulez rester en connexion avec cela, orienter, conseiller et accompagner. Donc, l'habilité de communiquer est certainement indispensable parce que les patients, ils sont autonomes, ils vont chercher des informations là où ils ont besoin de les avoir, mais ces informations sont extrêmement anxiogènes pour eux. Et donc là, ils ont besoin d'un médecin qui les accompagne, qui les guide, qui garde une ouverture d'esprit, qui accepte que les patients deviennent partenaires, un esprit de synthèse, qui a un certain savoir pour où trouver les informations et interpréter les informations pour les donner aux patients. Informer, expliquer, accompagner et soutenir.
Donc, vous, les futurs médecins, vous allez devoir avoir un talent de data manager, rechercher les données aux bons endroits, un talent de détective pour interpréter les intelligences artificielles, les multitâches. Est-ce que vous arrivez à dégager l'essentiel de l'accessoire même avec ces outils? Est-ce que vous avez un bon savoir-faire et un bon savoir-être pour accompagner vos patients? Vous, votre génération devra certainement s'intéresser à l'approche psychologique pour aider. Vous devez pouvoir créer une relation, pouvoir mettre en confiance le patient. Vous devez aussi faire adhérer le patient au traitement pour qu'il y ait cette adhésion thérapeutique. Vous devez aussi les autonomiser, d'accord? Parce que c'est là, ça les intéresse et vous allez voir que c'est votre travail dans le futur. Mais cela ne suffit pas toujours et l'avenir est devant vous. Pas de certitude que cela s'est passé comme cela les années et les mois prochains. Donc, vous vivez actuellement intensément le présent, mais vous vous attendez déjà maintenant que le métier de médecin demande une éthique, une rigueur, de l'enthousiasme de faire ce métier, de la bienveillance envers le patient, de l'endurance pour pouvoir aider et accompagner, de la persévérance, de la patience et de l'adaptabilité. Et c'est là, si vous trouvez un bon équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée, le travail du médecin futur va demander une grande flexibilité pour informer, accompagner, faire adhérer, responsabiliser et valoriser dans un climat de bienveillance. Merci pour votre attention. Voilà, je tiens vraiment à remercier nos deux intervenants, M. Cook et Mme Fémonville. Vous avez maintenant toute l'occasion pour poser toutes vos questions. Je suppose que, personnellement, ça m'a bien fait réfléchir à pas mal de choses. Est-ce qu'il y en a qui veulent se lancer? Donc j'ai une question. Je me demandais, avec tout ce qu'on parle d'intelligence artificielle, je me demandais quel rôle ça va avoir par rapport à la crise des antibiotiques qu'on va bientôt avoir. Je pense que là, donc, j'ai pas insisté. Donc, normalement, en fait, quand je parle de développement de l'avenir de la médecine, j'ai 3 conférences de 2 heures. J'ai un tout petit peu du résumé. Il est clair qu'aujourd'hui, on utilise déjà de l'intelligence artificielle également dans le développement de médicaments. Ce que l'industrie pharmaceutique n'a pas encore tout à fait compris, c'est que ça va totalement changer la donne. On développe des anticancéreux et des antibiotiques sur base d'intelligence artificielle. C'est aussi un changement de paradigme majeur et pour l'industrie pharmaceutique, et y compris pour la manière dont on va conduire les essais cliniques. J'ai fait récemment une intervention aux Pays-Bas sur From Evidence-Based Medicine to Intelligence-Based Medicine. On se gargarise aujourd'hui beaucoup trop avec le concept de Evidence-Based Medicine. Donc tout va devoir changer. Pensez que nous sommes à l'abri de cette déferlante technologique et nous sommes au début de l'exponentiel. Ça ne commence seulement qu'à s'accélérer, parce que c'est un leurre. Si nous le pensons, nous allons simplement nous kodakiser. Kodak conseil d'administration, les différents intervenants pensent que la photographie numérique est une idiotie. 2 ans plus tard, Kodak disparaît. Donc, je rends attentif le monde médical afin qu'il s'intéresse très sérieusement à cette déferlante technologique parce que les risques pour qu'il disparaisse sont majeurs. Moi, je pense également par rapport aux antibiothérapies, on va analyser le génome et en fonction du génome, on va donner les traitements. Il va y avoir un grand changement par rapport à cela. On ne donnera pas de façon, je dirais, empirique tel traitement pour telle bactérie. On tiendra compte aussi du génome.